Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la. Muscle ton jeu. Sale petit enfant de putain. Une brosse de nos copains, une brosse de paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue sur Oléga, le podcast où on dresse un portrait d'homme tous les 2 semaines. Je suis Vincent, votre hôte, et aujourd'hui on reçoit Yannick. Bonjour. Bonjour, Comment tu vas Yannick? je vais bien. Très heureux de partager ce moment avec toi. Et ben moi aussi, c'est un moment que j'ai attendu. Je suis hyper excité à l'idée de t'avoir. Comment tu dis toi dans ta tête à toi? Est-ce que t'es un homme, t'es un gars, t'es un bonhomme, t'es un mec? Je suis un homme, tout simplement. Ça fait longtemps que t'es un homme? Je crois que c'est vraiment un cheminement. C'est venu progressivement. Je dirais pas qu'il y a un moment particulier, mais c'est le fruit de tout un cheminement, tout mon parcours. Voilà, en tant que danseur, en tant que thérapeute psychocorporel que je suis actuellement, tout mon parcours de vie. Ouais, progressivement. Et alors est-ce que tu peux te présenter succinctement, un mot difficile à dire, pour les gens qui te connaissent sûrement pas? Oui, bien, donc je suis Yannick, j'ai 45 ans. Donc je suis à la fois danseur et thérapeute psychocorporel. Donc j'accompagne des personnes en consultation individuelle, en thérapie. Et puis j'anime des groupes, et notamment des groupes d'hommes, des stages avec la danse, la méditation, puis d'autres outils psychocorporels. Et puis je suis papa d'une jeune fille de 11 ans. Qui s'appelle comment? Maya. Maya. Toi, t'as une formation de danseur qui commence quand t'as 4 ans. Est-ce que c'est juste de le présenter comme ça? Disons que oui, en tout cas la formation a commencé un petit peu plus tard, mais je dirais qu'effectivement j'ai toujours dansé, j'ai toujours aimé danser. Je crois que la danse pour moi c'est vraiment l'espace d'expression de prédilection. C'est là vraiment que ce que je suis, que mon essence, que mon âme, je dirais, peut vraiment s'exprimer. Et ça a commencé effectivement tout petit. Mais au début, voilà, je faisais ça plutôt en cachette, des pirouettes, des arabesques, devant un miroir, ou dans ma chambre, sans trop le montrer. Jusqu'au jour où, oui, j'avais à peu près 9 ans, ma mère m'a surpris en train de danser. Et à ce moment-là, ma première sensation, ça a été de la honte, en fait. Je dis parfois qu'elle m'aurait surpris en train de me masturber, ça aurait été pareil, quoi. Et elle a vu ça, et elle m'a dit, mais... Elle a essayé de me rassurer, puis elle m'a dit, mais Yannick, si tu as envie de danser, on peut t'inscrire dans une école de danse. Et là, ma réaction, ça a été de dire, mais qu'est-ce que va dire papa? Et ensuite, ils m'ont inscrit dans cette école de danse, et puis j'ai fait tout un parcours de danseur, de formation. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça montre... même si mes parents, au final, m'ont vraiment accompagné, ont été très soutenants, et je les en remercie. Mais ça montre à quel point j'avais déjà intégré certains conditionnements, certaines injonctions, à la fois de l'inconscient, je dirais, familial, et puis collectif, quoi. Notamment en rapport avec la danse pour un homme. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était de la danse classique, en plus. C'est pour ça que tu te cachais? Parce que c'était de la danse classique que tu faisais? Oui, je crois que pour une part, c'était... Voilà, j'avais intégré que... Comme si c'était pas ok de faire ça, que c'était pas pour les garçons, que...
Et que voilà, c'était un peu honteux de se montrer et d'exprimer finalement, parce que c'est ça pour moi, la danse, c'est tout ce monde intérieur, de le mettre en mouvement, de le rendre visible par cette expression danser. Et alors, qu'est-ce qu'a dit ton père avant d'accepter que tu t'inscrives ? Est-ce qu'il était OK directement ? Ou est-ce qu'il y a eu une petite réaction ? Oui, je crois qu'au final, il a lâché assez vite. Je me souviens pas exactement ce qu'il m'a dit, mais je sais, pour en avoir parlé avec lui, évidemment que c'était pas le projet qu'il avait pour son fils. D'ailleurs, j'avais fait un peu de judo avant. Et je crois que il a aussi cheminé. Je parlais de cheminement, mais à mes côtés, finalement, en acceptant que je sois différent des attentes qu'il pouvait avoir, et puis de l'éducation, de l'héritage qu'il a reçu en tant qu'homme, de son propre père et de la société dans laquelle on vit. Et alors, ça fait quoi de se retrouver dans un cours de danse classique en minorité, en tant que garçon ? Bien, je dirais que, en réalité, pour moi, ça a été assez simple parce que j'étais un garçon très très sensible. Je dirais que voilà, j'ai très tôt été en contact avec toute une dimension dite féminine, et ça n'a rien à voir avec être homme ou femme, mais en tout cas une connexion avec mes émotions très forte, un univers intérieur très riche. J'étais très en connexion avec la nature. Très tôt, je me suis posé beaucoup de questions sur la religion, la spiritualité, sur pourquoi on est sur Terre, pourquoi la guerre, pourquoi la mort, pourquoi la vie, etc. Donc, cette dimension-là de moi, elle était très présente. Et pour moi, finalement, quand je suis arrivé dans ce cours de danse classique, j'étais le seul garçon. Mais voilà, j'étais comme dans un poisson dans l'eau, en fait. Je pouvais m'exprimer, il y avait de la belle musique qui me touchait, les gestes étaient gracieux, il y avait de la sensibilité, il y avait vraiment de la passion. Donc j'étais dans mon élément. Et je dirais heureusement qu'il y avait cet espace-là pour moi, parce que voilà, quand on est quelqu'un d'hypersensible, l'environnement dans lequel, de notre société, familial parfois, c'est pas toujours évident. Enfin, je me suis souvent senti un peu comme un extraterrestre, un peu en décalage, n'ayant pas forcément les mêmes aspirations, les mêmes centres d'intérêt que certains autres garçons autour de moi. C'était quoi, toi, tes centres d'intérêt ? Moi, mes centres d'intérêt, c'était la danse. Comme j'ai dit, passer des heures dans la nature, à contempler. Je me ressourçais beaucoup dans la solitude. Et puis, cette aspiration d'absolu. Très tôt, j'allais dans les églises. J'étais en quête, vraiment en quête de comprendre, de vivre plus d'harmonie, plus d'amour, des valeurs de cet ordre-là. Donc forcément, il y avait des camarades à l'école qui étaient plus intéressés par le foot, le sport, les voitures, un peu plus tard les filles. Et en fait, tout ça, moi, c'était pas vraiment c'était pas vraiment mon truc, Et j'étais beaucoup plus, surtout adolescent, dans cette exploration en fait intérieure, Et par rapport à ta question d'être un homme, c'est là où je disais que c'est un parcours, parce que ça c'est le point de départ. Et ensuite, évidemment qu'il me manquait un peu tout ce côté peut-être plus yang, plus masculin,
voilà, d'oser justement affirmer dans le monde toute cette sensibilité, d'oser incarner finalement tout ce que intuitivement je ressentais, tous les projets que je pouvais avoir, tu vois, de les mettre dans la matière, quoi. Et ça, bah voilà, il a fallu que je chemine, que je rencontre notamment mon père. Enfin, il y a eu plusieurs étapes qui font que, voilà, petit à petit, il y a eu intérieurement un équilibre, je dirais, entre ces deux polarités. Est-ce que ça veut dire que tu as grandi en étant pas tellement connecté à ton père et que petit à petit vous êtes plus connecté ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, enfant, mon père était là et comme beaucoup de pères, je crois, de cette génération, il assurait surtout matériellement. Voilà, il travaillait, on ne manquait de rien. Et c'est super. Ensuite, je dirais que justement, en termes de rencontres, plus au niveau de l'affect, des émotions, d'une rencontre, d'un partage plus intime, mon père était assez absent. C'est comme si c'était le domaine de ma mère qui m'a transmis aussi davantage cette fibre artistique. Parce qu'elle s'exprime elle aussi sur des supports artistiques. Oui, avec la peinture, elle écoutait de l'opéra. Voilà. Il n'y avait pas la danse dans notre famille, ça, je crois vraiment que ça vient de moi. Mais voilà, il y avait plus d'échanges aussi au niveau des émotions, au niveau du partage, de l'intime. Mais avec mon père, voilà, on était un peu comme deux étrangers, en fait. Et sauf que voilà, après, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais un peu bancal, quoi. Qu'il me manquait cette rencontre, ce contact avec mon père, qui est quelqu'un de merveilleux, qui est très sportif, qui a des projets humanitaires, qui est très dans l'action, dans le dépassement de soi, dans toutes des valeurs finalement qui sont magnifiques, mais auxquelles j'ai eu peu accès petit, parce que moi j'étais dans mon monde et voilà. Et donc il y a eu un moment donné où j'ai eu besoin de le rencontrer, mon père, et je me souviens d'un jour où je l'ai convoqué dans un restaurant. J'étais jeune adulte et je lui ai dit: mais papa, t'étais où? T'étais où pendant tout ce temps? Et s'en est suivi un bel échange, en fait. Et de ça aussi, j'en suis vraiment reconnaissant, de cette ouverture, de cette remise en question, parce que il a admis qu'il ne savait pas faire, finalement, avec moi, et qu'il n'avait pas non plus reçu ça de son père, que c'est comme s'il n'avait pas les codes, en fait. Et qu'il pensait aussi que ma mère savait mieux, et puis que lui, il savait pas, quoi. Donc, il y a un endroit où il s'est désinvesti, où il a fait ce qu'il savait faire, mais... Est-ce qu'il y a une sorte de souffrance qui a été exprimée de sa part il aurait voulu faire, mais il sentait pas... Il sentait que c'était pas possible pour lui? Oui, absolument. Je crois vraiment que, bien sûr, mon père, il nous aime profondément, et de prendre conscience de cette distance, en fait, et peut-être de tous ces moments qui n'ont pas pu être vécus, ça l'a touché, et on a pu vivre à ce moment-là, et puis la relation s'est construite de plus en plus, justement ce partage plus intime, plus sensible, en fait, et en même temps, du coup, me permettre d'être plus en contact avec sa force, avec sa capacité, encore une fois, d'action, d'avoir des projets, de se dépasser, qui est très belle. Est-ce que toi, du coup, en tant que père aujourd'hui, qui n'a pas non plus reçu ça de ton père, est-ce que tu sens que
t'arrives à faire différemment et être un peu plus un papa, être un peu plus présente pour ta fille? Oui, tout à fait. Je pense que j'ai eu la chance de faire ce chemin assez jeune, puisque voilà, j'ai entrepris tout ce parcours, une thérapie pour moi déjà, très jeune. Et donc, ça m'a permis vraiment justement de rencontrer évidemment mon père, mais à l'intérieur de construire finalement cette partie de moi, cette fonction paternelle, ce père en moi qui était manquante, et donc de l'activer, de la rendre vraiment plus présente, plus vivante, ce qui me permet de vivre différemment la relation à ma fille que celle que j'ai pu vivre moi en tant qu'enfant avec mon père, avec certainement plus de présence, de disponibilité pour elle, d'écoute, puis de partage au niveau des émotions, au niveau de notre sensibilité à l'un et à l'autre. Tu dis que tu as construit une part paternelle en toi qui était manquante. Tout à l'heure, tu parlais du yang, une partie plus affirmée. Comment tu as construit tout ça? Qu'est-ce qui t'a aidé? Quel type de thérapie? Quelle rencontre peut-être? Quelles idées? Eh bien, effectivement, je dirais que, comme je l'ai exprimé jusqu'à la sortie de l'adolescence, voilà, j'étais très intériorisé, très dans cette dimension plus yin, plus féminine. Et puis, à la sortie de l'adolescence, j'ai fait une vraie crise existentielle, quoi. Je peux tomber pendant un temps en dépression. Je ne savais plus, quelle était ma place dans ce monde. Si j'étais normal, qu'est-ce que je voulais vraiment. Et puis, j'avais commencé médecine parce que je savais que je voulais quand même faire quelque chose dans le soin. Mais je connaissais que la médecine, sauf que ça m'a pas plu. J'avais dû arrêter la danse pour me concentrer vraiment à mes études. Je crois que ça a été une grande erreur parce que, voilà, c'est là où je suis tombé en dépression. Donc j'ai tout arrêté. Parce que la danse faisait partie de ton équilibre, c'est ça? Oui. Ouais. Donc en fait, en arrêtant, tu t'es déstabilisé. Je me suis vraiment complètement déstabilisé, et puis j'avais plus d'espace vraiment d'expression, quoi. Et puis beaucoup moins en connexion avec mon corps et avec moi-même. Donc effectivement, en arrêtant tout ça, j'ai tout arrêté. J'ai pris une année sabbatique. Et pour l'anecdote, j'ai eu l'opportunité de partir à Lourdes pour accompagner un aveugle. Et voilà, ça a été une belle expérience où finalement j'ai rencontré une femme là-bas qui est devenue une amie, qui elle-même m'a mis en relation avec un homme qui était sophrologue et qui faisait beaucoup d'autres choses. Et ça a été la première fois que je rencontrais cet homme et qui m'a dit « Mais non, tu n'es pas fou. » Et c'est juste magnifique ce que tu es. Voilà, simplement, il va falloir apprendre à l'assumer, il va falloir apprendre à vraiment l'incarner dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans le monde. Mais c'est juste très beau ce que tu es, ce que tu vis. Et même si ça te paraît différent, il faut que tu en sois fier et il faut que tu l'assumes de plus en plus. Et je crois que cette rencontre avec cet homme, c'était vraiment une première... rencontre avec cette dimension-là, plus yang en fait, qui soutient, qui encourage, qui vraiment donne de la force à ce qui est à l'intérieur de nous, à ce qui cherche à se déployer. Mais s'il n'y a pas ce masculin, ce yang, eh bien, ça peut retomber quoi, comme un soufflet, et puis ça prend pas corps, ça s'incarne pas. Et lui, il a vraiment été là pour m'encourager et pour me voir vraiment. Et je crois que tout homme
à un moment donné, a besoin de vivre de manière réelle avec son père ou symbolique ou avec des pères de substitution, mais cette rencontre où le père, celui qui incarne cette fonction, dit à l'homme, je te vois, et ce que tu es, c'est bon, ce que tu es, c'est bien. Tu vois, cette fonction paternelle qui donne sa bénédiction, qui adoube et qui dit, voilà, je te reconnais, et tu peux aller dans le monde avec ça, avec qui tu es. Et donc ça a été la première rencontre, puis après, il m'a comme mis un peu dans le chemin de la thérapie, du développement personnel, et puis il y a eu la danse. J'ai commencé avec la danse classique, comme je l'ai dit, et la danse contemporaine, avec le conservatoire pendant mon adolescence. Et ensuite, j'ai découvert le tango argentin. Et le tango argentin, qui est une danse d'improvisation. Bon, en général, l'homme guide, la femme suit, mais aujourd'hui, chacun peut... Enfin, les hommes peuvent suivre, les femmes peuvent guider, c'est au-delà du genre, mais bref, il y a un guideur et un suiveur. Et je me suis retrouvé dans les bras d'une femme avec j'étais juste terrifié, quoi, l'idée d'avancer, d'improviser, c'est-à-dire de prendre une décision, de faire un choix dans l'espace, de la guider, voilà. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, il me manquait cette part-là de moi. Et que toute ma sensibilité, c'était magnifique, mais ça ne me servait pas à un moment donné à l'emmener, à la guider, à prendre des décisions, etc., etc. Et donc à improviser. Et qu'il y avait cette part manquante. Et donc le tango argentin, ça a été vraiment pour moi un très grand enseignement, parce que j'ai dû apprendre à me positionner, j'ai dû apprendre dans la relation à choisir, à décider, à assumer. Et tout en restant, parce que c'est ça dans le tango qui est très intéressant, c'est-à-dire que tout en restant connecté au féminin en moi, parce qu'il ne s'agit pas juste de guider et de prendre des décisions, mais il s'agit de rester à l'écoute de la réponse que va donner la partenaire et d'en tenir compte pour pouvoir continuer l'improvisation et continuer de danser à deux. De la même manière que de son côté, même si dans un premier temps elle va absorber, elle va être réceptive, elle va être dans son féminin, elle va devoir se mobiliser pour se mettre en mouvement et pour se déplacer et pour interpréter. Et c'est toute cette dimension plus d'affirmation que la femme va aussi développer en elle. Donc voilà, le tango argentin, ça m'a beaucoup aidé aussi à me construire. Et petit à petit à cheminer, et je suis encore en chemin, mais pour moi c'est ça qui est très important dans une alliance, quoi, entre ces polarités. C'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, et on le voit bien dans la société et dans le monde d'où l'on vient, en tout cas, il y a beaucoup de relations de pouvoir entre masculin et féminin qui s'est traduit par notamment évidemment beaucoup d'abus, beaucoup de souffrances avec cette société patriarcale, mais qui parle pour moi vraiment d'une relation intérieure qui est souffrante en fait, avec une relation de pouvoir, là où pour moi il y a vraiment à retrouver un apaisement et une relation une alliance, quoi, entre ces polarités. Et c'est vrai que le tango argentin, pour moi, c'est vraiment la danse de la relation et de cette recherche de l'alliance où l'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un. C'est une danse qui a l'air extrêmement complexe. C'est une danse qui est assez technique parce que la finalité de cette danse, c'est vraiment d'improviser. C'est vraiment de se laisser traverser par la musique et d'improviser à deux d'une part et ensuite dans le bal en plus. Donc la finalité, c'est de circuler dans le bal, de créer une circulation harmonieuse finalement dans le groupe. Mais c'est vrai que pour pouvoir improviser, il y a besoin d'une structure, il y a besoin d'un langage commun, comme une grammaire, comme des mots qui vont nous permettre de communiquer. Et donc oui, ça, c'est pas une danse qui est très facile au premier abord, mais c'est une danse qui est exigeante et qui vous confronte vraiment à
justement, là où il y a besoin de renforcer certains aspects de soi et peut-être de lâcher d'autres et d'harmoniser. Voilà, c'est passionnant. Toi qui as grandi en faisant autant de danse classique, est-ce qu'aujourd'hui t'en fais encore un peu ? Est-ce que ou en fait aujourd'hui toi la danse qui te mobilise c'est vraiment le tango argentin ? Alors je fais plus de danse classique ni de danse contemporaine de manière professionnelle. Aujourd'hui donc effectivement il y a le tango argentin que j'enseigne toujours et que je pratique. Tu l'enseignes en tant que pro ou dans une assoce, comme bénévole ? Non, maintenant je l'enseigne dans mon lieu. Ok. Je l'ai longtemps enseigné dans une association, mais en tant que pro. Et là, maintenant, je l'enseigne pas dans une asso, en mon nom propre. Ok. Donc il y a toujours le tango argentin. Et puis ce qu'on appelle dans le milieu de la danse libre, en fait, qui est une danse qui devient un peu plus thérapeutique dans le sens qu'elle n'est ni chorégraphiée, ni codifiée, mais qui part vraiment justement de l'intérieur, c'est-à-dire des sensations, des émotions. Et à partir de là, comment on va mettre ce qui est là, ce qui nous traverse en mouvement et se laisser danser, se laisser exprimer ce qu'on ressent, ce qui est là. Voilà, avec toute une exploration de différentes qualités de mouvement, de différents univers. Et c'est cette danse libre que je pratique et que j'utilise aussi beaucoup dans les groupes, même dans les consultations individuelles parfois. Voilà, et notamment avec les hommes. Toi, tu travailles avec, donc plutôt en individuel ou alors en groupe de danse, et tu travailles avec des hommes et des femmes, mais tu sembles avoir une spécialité autour des hommes plutôt, non ? Bien, effectivement, de plus en plus, en fait, je me tourne vers l'accompagnement des hommes. Voilà, simplement parce que, comme je le disais, déjà je suis un homme, j'ai tout un cheminement personnel. Et puis dans mon cabinet de thérapeute, j'ai accompagné aussi de plus en plus d'hommes qui sont venus à moi. Comme un peu, t'as pas choisi, mais petit à petit tu te rends compte qu'il y a de plus en plus d'hommes. Absolument. Ouais, Okay. Au fur et à mesure que je chemine intérieurement, que je me construis en tant qu'homme, en tant que père, je me suis rendu compte que venaient de plus en plus d'hommes et que mais ce qui me plaît, ce qui me passionne, notamment la danse, la méditation, ça pouvait être des outils formidables pour justement les accompagner dans cette exploration d'eux-mêmes. Et alors quand tu reçois des hommes, est-ce que c'est plutôt des hommes qui viennent chercher de l'affirmation ? Est-ce que c'est quel type de profil ? Quel genre d'hommes viennent jusqu'à toi pour faire travailler sur eux ? C'est très varié, mais par rapport à ta question, je dirais les deux. T'as pas fini, mais ouais. C'est-à-dire qu'il y a des... Bon, forcément, ça va être un peu réducteur, un peu schématique, mais je dirais qu'il y a deux profils. Il y a les profils qui ressemblent le plus aux miens, avec des hommes qui sont très sensibles, qui sont parfois un peu construits en opposition au système patriarcal, aux générations précédentes d'hommes, voilà, et du coup avec un féminin, une sensibilité très exacerbée, mais parfois très peu justement en contact avec le concret, avec la matière, avec leur corps, très, très mental, très dans la tête, et qui ont vraiment besoin d'amener justement toute cette dimension intérieure dans le concret, dans le matériel, dans la réalisation concrète, dans le monde, je dirais. Et donc, oui, ça passe par une affirmation, ça passe par réintégrer toute leur puissance d'homme, en fait. Parce que cette réaction, quand je disais au patriarcat, c'est, voilà, quand on sait toutes les dérives
que ça a produit, il y a beaucoup d'hommes qui, consciemment ou inconsciemment, disent « Ouh là là, moi je veux pas être dans cette violence ou dans cet abus, ou je veux pas maltraiter l'autre, je veux pas maltraiter la nature, je veux pas maltraiter la femme, etc. » Mais du coup, qui s'émasculent, je veux dire, et qui ont besoin de récupérer cette puissance-là, tout en gardant la connexion avec leur sensibilité. Et puis, effectivement, je reçois aussi des hommes qui, à l'inverse, parce qu'ils sont nés dans un environnement familial ou sociétal avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de conditionnement, que être un homme, justement, c'est être fort, c'est être performant, c'est être actif, c'est ne pas pleurer, c'est ne pas être vulnérable, etc. Et bien, qui ont fini par se couper, en fait, de toute cette dimension d'eux-mêmes, et qui sont aussi bancales, quoi, parce que alors ils sont hyper adaptés à notre monde à un certain niveau, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils peuvent être dans la gestion, dans le contrôle de leur vie, et en même temps chez ces hommes il y a une très grande souffrance qui est pas nommée, qui est parfois pas vue, et pour moi c'est vraiment ça aussi dans l'accompagnement des hommes qui m'intéresse, c'est parce que évidemment, directement, les femmes ont beaucoup souffert du patriarcat, puisque il y a eu beaucoup comme je le disais, d'abus de tout ordre, et je crois que les femmes, elles se sont réveillées bien avant nous, du fait de tant de souffrances, pour récupérer leur souveraineté, pour récupérer leur puissance, et ne plus subir. Et que l'homme, avec tous ses privilèges de cette société, la place de roi qu'il avait, etc., il s'est un peu endormi sur ses lauriers. Et sans adresser la souffrance qu'il a aussi. Voilà. Ouais. Et sans se rendre compte qu'en fait, il y a une vraie blessure, quoi, qui est sans doute tout aussi présente que celle des femmes, mais pas nommée, pas vue. Et pourtant, ce qui fait qu'ils sont... pour moi, l'image du mâle, de l'homme viril, tout ça, pour moi, c'est plus un sous-homme, quoi. C'est-à-dire un homme à qui il manque toute une partie de lui, quoi. Parce qu'on est tous des êtres spirituels, on est tous des êtres sensibles. Je veux dire, un bébé, quand il naît, il sait pleurer, il sait exprimer ses émotions. Dans son corps, ça circule, il n'y a pas de tension, il est pure ouverture, il est pur amour. Donc il y a bien eu un moment donné où on a dû se couper de cette dimension-là, pour n'être que performant, que actif, que fort, que endurant, que contrôlant. Et la première souffrance, avant qu'elle soit après reportée sur les femmes, sur la nature, sur la terre, peu importe, pour moi c'est celle d'être amputé de toute cette dimension-là, et qui fait que c'est une blessure. Et je crois que tant que les hommes, à ce niveau-là, ne se réveilleront pas et ne réaliseront pas à quel point c'est une souffrance, de ne pas pouvoir être en contact avec avec l'émotion, avec la sensibilité, avec l'intuition, avec cette connexion à plus grand, on va pas avancer, quoi. Et pour moi, c'est là où je dis que oui, l'homme de demain, c'est un homme qui pour moi est en tout cas en chemin par rapport à la pacification de ces deux polarités, et de créer cette alliance entre les deux. Au même titre que les hommes qui assument un côté très masculin de performance, de contrôle, se sont amputés de leurs émotions. Je crois que les hommes qui sont très doux, qui ont choisi d'être en opposition, ils sont aussi coupés d'une partie de qui ils sont. Absolument. Et du coup, là, maintenant, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que c'est partagé par un certain nombre de personnes que j'ai croisées. Moi, par exemple, ça a été très très dur, et c'est encore pas facile d'exprimer ma colère. Parce que j'associais ma colère avec de la violence, et avec de l'agressivité, et avec une incapacité à résoudre le problème autrement que par la violence. Et du coup, je me suis interdit la colère. Et récemment, j'étais dans un cercle d'hommes dont le sujet c'était ça,
la violence, la bestialité, en tout cas cette énergie très puissante qui peut être libérée en très peu de temps. Et je me suis rendu compte que peut-être que la violence, c'était pas forcément mal. Qu'il y a des bons types de violence dans le bon cadre. Dans certains sports, c'est bien d'être violent. Quand la violence est consentie, ça peut permettre d'exprimer quelque chose de très fort et de ressentir sa puissance. Et en fait, toute cette partie-là de moi, je m'en suis coupé. Et je crois que ça m'a beaucoup desservi. C'est tout un cheminement pour aller le reconquérir. Mais la colère, par exemple, je crois que le fait d'avoir beaucoup de mal à être en colère, ça fait que j'ai peur des conflits. Et ça fait que je ne m'affirme pas. Et quand on ne s'affirme pas, je vais par exemple être moins capable de répondre à mes besoins ou de signaler que ça, c'est un besoin que j'ai. Et donc, en fait, je prends moins bien soin de moi. Et ça, c'est terrible aussi, je trouve, de constater qu'il y a toute une partie de moi et de qui je suis dont je me suis coupé de peur d'être associé à cette image-là de l'homme qui me faisait peur. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. C'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure de certains hommes dont je fais partie, enfin qui se sont comme émasculés en fait. Je crois qu'effectivement, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que l'énergie de la colère, pour moi, elle est complètement ok et saine. Enfin, moi, je parle beaucoup de cette saine agressivité en fait. Et on a besoin de ça pour aller dans le monde, pour être dans le monde. Cette part animale, agressive, il y a de l'agressivité, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans toutes les dimensions, en fait. Et je crois que, comme je disais, en réaction à un certain système, par peur, comme tu le disais, d'être violent, de blesser, du conflit, parce que dans l'histoire, on a été confronté à des parents, par exemple, parfois trop fragiles et qui ne pouvaient pas accueillir cette intensité-là. Eh bien, on a dû étouffer cette agressivité. Et pour moi, la violence, elle ne vient pas de la colère, elle vient souvent de cette accumulation, en fait, justement de cette négation de cette intensité, de cette agressivité saine, de cette colère, qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait comme une cocotte minute, et qu'il faut bien que jusque dans le corps, elle trouve une porte de sortie, et là, on va faire des passages à l'acte, et là, on va devenir violent, mais parce qu'au fond, il y a de la blessure, parce qu'au fond, j'ai tellement pas été accueilli dans ce que je vis, dans ma colère, dans mon agressivité, et que j'ai pas eu l'espace pour la libérer, pour la faire juste circuler comme toute émotion, que je deviens ce que j'appelle la différence entre le temple et le bunker. Et si à un moment donné ça peut pas circuler, je ferme tout et je deviens un bunker. C'est-à-dire que tout est sous contrôle, mais il y a beaucoup de violence potentielle et ça peut exploser, ou alors ça implose. Et là, je peux déprimer, je peux ne plus oser, et je peux ne plus oser m'affirmer, je peux ne plus oser mettre mes limites, je peux ne plus oser entreprendre, etc., etc. Tu vois, ce que tu décris. Et c'est pour ça que, effectivement, l'énergie de la colère, elle est essentielle pour... au-delà de la colère, c'est cette énergie, que nous on appelle en thérapie l'énergie rouge, quoi, qui nous met en mouvement, justement, et qui nous permet à la fois de prendre notre place dans le monde et aussi de préserver notre espace. C'est comme le gardien du temple, tu vois. Le gardien du temple, il tabasse pas tout ce qui avance, mais par contre, il est au service du trésor à l'intérieur du temple. Et pour que le temple reste sécure, voilà, le gardien, il est à l'entrée, et avec sa belle et saine agressivité, il va mettre la limite et vérifier que ceux qui rentrent dans le temple, ils le rentrent pour honorer le trésor et non pas pour le saccager. Et ça, c'est aussi une dimension de la colère, comme l'animal qui va protéger son territoire. Et s'il y a besoin de rentrer en conflit, il va rentrer en conflit. Oui, et on peut poser sa limite en étant très calme. On peut Bien être sûr. en colère Bien sûr. et très calme. Ça, c'est hyper agréable pour moi de réaliser ça. C'est tout récent, là, donc c'est pour ça que j'en suis encore si joyeux, je pense. J'aime bien cette métaphore du trésor. On peut rentrer pour honorer le trésor ou pour le saccager. C'est assez parlant.
Est-ce que toi, tu as grandi dans une fratrie? Tu étais enfant unique, tu avais des frères, des sœurs? Oui, j'ai un frère. Alors, je suis l'aîné. Ensuite, j'ai un frère. Vous avez combien d'écart? On a 2 ans. Okay. Et ensuite, 2 sœurs qui ont été adoptées par mes parents. Alors, elles sont arrivées très jeunes. Elles avaient 18 mois à peu près. Une qui vient de Corée du Sud et une de l'Inde. Donc, on était 4 enfants. Et elles ont combien d'écart avec vous? Après 3 ans et 2 ans. Ok, donc en fait, vous êtes assez Ouais. resserrés. Ouais. Toi qui grandis dans cette famille-là et puis aussi dans un environnement plutôt féminin par la danse, j'imagine que tu es quand même bien placé pour te rendre compte des différences de genre peut-être et des difficultés que les uns et les autres peuvent avoir. En fait, je me demandais, toi maintenant qui es père, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris en étant papa? Tu veux dire par rapport à ma fille? Ouais, c'est ça, par rapport à... Toi, enfant, t'as vécu une réalité parce que t'étais aussi un petit gars, quoi. Ouais. Et puis là, c'est une petite fille qui maintenant a 11 ans, donc c'est une ado. Et est-ce qu'il y a eu des vécus vachement différents ou est-ce que globalement, tu trouves que... Bon, non, c'est un enfant. Mais effectivement, en tout cas, avec sa maman, on a toujours essayé d'orienter le moins possible. Je l'ai laissé plus libre de ses choix, mais je te demandais si c'est par rapport à ma fille, parce que ce qui est drôle dans notre famille, c'est que par rapport à mes frères et sœurs, c'est que donc moi je suis dans la danse, dans la thérapie. Mon frère, il est dans le cinéma, donc il est aussi vraiment dans l'art, réalisateur. Et ma sœur qui suit, elle est militaire, elle est dans l'armée. Et ma dernière sœur, elle est dans le milieu de la cuisine, qui est au niveau pro, parfois aussi pas mal un métier dit masculin, mais d'hommes, en tout cas, il y a beaucoup d'hommes. Et je trouve marrant parce que je crois qu'on est une famille, voilà, où on nous appelait aussi un peu la famille Benetton, parce que voilà, mes sœurs qui viennent d'une autre culture, d'un autre pays. J'ai pas la ref sur Benetton. Alors, tu sais, les pubs Benetton à une époque, c'était que des enfants de couleurs différentes, okay. D'origines différentes. Et donc, je crois que ça parle un peu de notre famille, c'est-à-dire que on rentre pas dans les codes de genre très standard. En tout cas, ma sœur qui est militaire, voilà, moi, danseur, moi très porté sur la spiritualité. Elle, c'est une guerrière. Oui, et voilà, la différence, la liberté de choix, c'est quand même vraiment des valeurs. Mes parents ont aussi une association humanitaire, donc qui était très importante dans la famille et qui faisait que, voilà, très tôt, on a été habitués à cette, à être moins dans des stéréotypes très genrés, où la différence était quand même très 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 possible, quoi. Comment vous dites que vous aimez alors dans cette famille? Est-ce que vous le dites avec des mots? Est-ce que c'est avec des gestes? Alors ça dépend qui est avec qui. Je dirais qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. Ensuite, on n'a pas eu mes parents n'étaient pas très 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 démonstratifs de leur amour. Donc au départ, voilà, il y a toujours parfois une certaine pudeur dans le fait d'exprimer ses émotions de manière plus explicite. Mais voilà, je crois qu'on est tous en mouvement et de plus en plus, on ose dire l'amour, on ose se dire qu'on s'aime. Je crois que la période du Covid, ça a beaucoup aidé aussi à se prendre dans les bras. Vous le faites plus maintenant? Ouais. Tiens, c'est marrant, c'est paradoxal comme résultat. Ouais.
Non, il y a eu des... Je me souviens mon père qui disait maintenant moi j'aime bien, je veux rester à nous prendre dans les bras comme on faisait parce qu'on évitait de se faire la bise, il fallait éviter de faire la bise. Et du coup vous faisiez des câlins pour pas se faire la bise. Ouais. C'est marrant. Moi du coup je faisais pas la bise durant le Covid et en fait je m'y suis pas mal habitué. Maintenant ça me va mieux soit de ne rien faire, soit de faire un check, de tendre mon poing, tu vois, ou alors un câlin, mais je fais moins la bise alors que c'est jamais quelque chose qui me dérangeait avant. Je comprends. Très marrant. Mais moi j'aime beaucoup prendre dans les bras mes amis, hommes ou femmes. Voilà, je pense que le tango n'y est pas pour rien. C'est une danse où on est très proche, où on se prend dans les bras. L'abrazo, c'est vraiment là où tout circule. Et voilà, j'ai un lien particulier avec l'Argentine aussi, du fait du tango argentin, du fait que la maman de ma fille est argentine. Et ce côté latin, voilà, de se prendre dans les bras avec plus de facilité peut-être que dans nos sociétés françaises. Voilà, donc je prends dans les bras. Et dans la fratrie ? Et dans la fratrie, avec mon frère, on est très proches. On parle beaucoup, de manière très, très, très simple, très naturelle de ce qu'on vit, de notre intimité. Avec mes sœurs, on a moins de points communs, donc il y a comme un peu plus de pudeur, un peu plus de distance. Mais voilà, je crois qu'on a tous trouvé notre façon d'être en lien et après elles sont, voilà, on s'appelle de temps en temps parce qu'elles sont pas du tout dans la même zone géographique que moi. Donc, on se voit moins souvent. Il y a une question que j'aime bien poser, on saute un peu du coq à l'âne. Est-ce que toi, tu as des complexes aujourd'hui ? Est-ce que j'ai des complexes ? Ou est-ce que tu en as eu d'ailleurs ? Oui, j'en ai eu. Notamment à l'adolescence. J'ai grandi, j'ai fait ma puberté très tard. Donc, déjà, par rapport à tout ce que j'ai dit, je me sentais assez différent, assez en marge. Et en plus, au niveau de mon corps, qui grandissait pas, qui se développait pas. Je me souviens que très tard, je pouvais, comme j'ai les traits fins, je pouvais rentrer dans une boulangerie, on me disait bonjour mademoiselle. Et ça me complexait. Et puis j'avais rencontré une femme qui était une sorte de sorcière, de rebouteuse, qui m'aimait beaucoup parce qu'elle m'avait connu dès la naissance. Et un jour qui m'avait dit mais Yannick, ok, tu vas grandir plus tard que les autres, mais ne t'inquiète pas, tu vas vivre encore plus longtemps. Et là aussi, elle avait eu ce regard et ces mots vraiment valorisants pour moi. Et elle avait réussi à me rassurer. Mais voilà, j'avais pendant quelques années, surtout la période collège, c'était pas évident pour moi de voir que j'étais plus petit que les autres, que beaucoup d'autres. Donc ça confortait un peu le fait de rester un peu à l'écart et dans mon monde, quoi. Voilà. Je le comprends, ce complexe de la croissance. Parce que j'ai eu l'impression de faire ma croissance tard, alors que je pense que j'étais dans la moyenne, mais comme je faisais un sport dans lequel il fallait être performant, le fait de faire ma croissance un tout petit peu plus tard que les autres, c'était vraiment un souci. Et j'étais hyper jaloux de mon petit frère qui, lui, a fait sa croissance hyper tôt. Ah oui. Et du coup, je le regardais en étant hyper envieux, parce que lui, il s'en foutait du sport et d'être performant. Et il avait ce corps qui était... qui m'aurait tellement servi, quoi. Ouais. Donc ça, vraiment, ça a été une attente longue. Et puis, je pense comme plein de garçons, mais il y a eu un été à plus 8 cm, ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Je suis maintenant grand. Avec toute cette non-compréhension
d'où s'arrête mon corps et de ce qu'il peut faire. Vraiment le souvenir d'être pato. J'ai un souvenir de ma mère qui se moque de moi sur ça. Ma mère est très moqueuse, avec beaucoup de bienveillance, mais c'est vraiment un trait familial, je pense. D'ailleurs, elle assume pas et ça la gêne quand on dit qu'elle se moque. Je dis « Oh non, je me moque pas ». Je pense qu'il y a une image un peu malveillante derrière ça, mais c'est vraiment ça qu'on fait. Et elle me disait « Mais on dirait un bébé labrador, là, tu sais, quand ils ont des grandes pattes et ils ratent à tout faire. » Ah oui, le pato. Ouais, exactement. Il y a quelque chose qui a résonné dans ton partage, cette histoire de boulangerie. Je me rends compte que il y a eu la première fois où je suis rentré et on m'a dit « Bonjour, monsieur ». Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que pour la première fois, on me regarde comme un homme? Je me sens pas homme encore, mais l'extérieur m'a vu comme un homme. Est-ce que ça veut dire que je suis un homme? Et je me rappelle que mon premier réflexe était d'être sur le point de dire, non, je suis un jeune homme. Et... non, attends, prends ta place, on t'a dit que t'étais un homme. Ouais, c'est ça. Ok. Une baguette quand même, s'il vous plaît. Mais c'est beau ce que tu partages, je trouve, parce qu'effectivement, ce regard extérieur qui peut être tellement invalidant, qui peut être tellement blessant, ou à l'inverse, qui peut être tellement soutenant dans notre construction. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai vraiment à cœur de proposer ces groupes et ces stages entre hommes pour justement pouvoir vivre ensemble, porter les uns sur les autres un autre regard que celui qui a potentiellement été porté sur nous, peut-être plus fraternel, plus soutenant, plus aimant, plus encourageant, tu vois, et qui pour moi est tellement important de se réunir, de se de se mobiliser, de se mettre en mouvement les uns avec les autres. C'est pour ça que la danse, la création d'un nouveau lieu, ça m'anime énormément. Et qu'est-ce que ça apporte, selon toi, d'être en non-mixité choisie, de choisir que ce soit des moments qu'entre hommes? Je pense qu'il y a beaucoup justement dans notre société, on a encore beaucoup de conditionnements et que dès que les hommes sont en contact avec les femmes, beaucoup d'enjeux, souvent beaucoup d'enjeux de plaire, de séduire, et puis il y a cette croyance, je trouve, que ce qui me rend homme, c'est la femme, et ce qui me rend femme, c'est l'homme, et donc je vais chercher ça auprès d'elle, ou je vais chercher ça auprès de lui, et puis il faut que je paraisse d'une certaine manière en tant qu'homme, quand il y a la femme, etc. Et je me rends compte que quand on est qu'entre hommes, déjà pour moi et toutes les sociétés plus traditionnelles, il y a beaucoup plus de temps passé, les femmes entre elles, pour développer cette sororité, et les hommes entre eux, pour développer cette fraternité. Et qu'on a beaucoup perdu ça dans cette société actuelle dans laquelle on est. Et du coup, de se retrouver entre hommes, mon expérience, c'est qu'il y a tout de suite quelque chose d'une sorte d'enjeu, de performance, qui lâche, quoi. Et paradoxalement, je trouve que, en tout cas moi, dans ce que je propose, le féminin est vraiment à l'honneur. Parce que c'est comme si, justement, dans notre société, on avait laissé ça comme l'affaire de la femme. Et du coup, on se positionne justement en opposition. Et donc, ça va exacerber quelque chose de très polarisé. Et que quand on est contre hommes, on s'autorise, bien sûr, comme on l'a dit, de renforcer, de fortifier toute cette dimension masculine, mais aussi d'honorer tout le féminin en nous. Et pour moi, un groupe d'hommes, la femme est là, la féminité, le féminin, le sensible, encore une fois, je ne parle pas des femmes, mais est là tout le temps. Et je me rends compte que les hommes s'autorisent beaucoup plus à l'incarner, à le vivre. Et je pense vraiment que c'est une transition
qu'à terme, on est aussi là pour se rencontrer aussi dans le réel et d'aller les uns à la rencontre des autres. C'est pas pour rester séparés, mais que ça peut être une transition intéressante, en tout cas, de se regrouper, de se nourrir entre hommes, entre femmes. En tout cas, voilà, c'est une possibilité qui offre, je trouve, de belles choses. Et moi, j'ai une expérience justement, il y a une année, j'animais donc un groupe d'hommes d'un côté, puis j'avais un groupe mixte. Sauf que tous les hommes étaient allés au groupe d'hommes. Du coup, le groupe mixte n'était constitué que de femmes. Et donc, la même année, j'animais un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Et il m'arrivait de proposer à départ, surtout parce qu'après, je fais en fonction du groupe, mais le même exercice, c'était très intéressant de voir comment l'un et l'autre s'appropriaient le même exercice. Et j'avais été très surpris de voir que voilà, on a cette idée parfois que oui, les femmes expriment plus, parlent plus. Voilà. Et du coup, premier groupe, première séance, bon voilà, groupe avec les femmes qui s'expriment, qui parlent chacune d'elles. Et même chose avec les hommes. Et là, j'avais été surpris de voir combien les hommes, dès qu'on leur donne de la sécurité, dès qu'ils s'autorisent finalement à ouvrir la parole, en fait, ils ont parlé toute la séance. Voilà, on n'a pas fait ce que j'avais prévu, tellement qu'il y avait ce besoin de se livrer, de dire tout ce qui était à l'intérieur et de le mettre à l'extérieur. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui jusque-là était un peu l'apanage des femmes dans notre société, je crois que le fait de se regrouper entre hommes, pareil, de danser entre hommes devant d'autres hommes, donc forcément d'être vulnérable parce que il s'agit de danser ce qu'on ressent, ce qui est à l'intérieur et de le mettre en mouvement. Voilà, c'est un espace en tout cas qui permet l'émergence de ce féminin. Et je pense qu'une fois que l'homme sera plus à l'aise avec ces deux dimensions en lui, alors on peut aller rencontrer l'autre dans sa différence avec plus de tranquillité, quoi. Tu vois ? Ouais. Quelque chose comme ça. On arrive doucement à la fin de cet épisode. J'aimerais te proposer de lancer une bouteille à la mer, de faire passer un message. Alors ça peut être à ceux qui nous écoutent, à un jeune de 11, 12, 16, 18 ans, ou bien à toi, à qui tu veux en fait. Si tu avais un message là qui te tenait à cœur et que tu voulais faire passer, ça serait quoi ? Et ce qui me vient, on parlait de trésors tout à l'heure, mais vraiment, et en particulier, voilà, on parle des hommes et des jeunes, c'est peut-être ce que j'aurais aimé entendre pour moi, jeune plus tôt, mais ce qui me vient, c'est que vraiment, en chacun de nous et en toi, il y a vraiment un trésor. Il y a quelque chose qui est unique, il y a quelque chose qui est singulier. Si tu es là sur cette terre, c'est pas juste pour subir la vie, c'est pas juste pour penser la vie, mais c'est pour la vivre vraiment, c'est pour l'incarner, c'est pour te laisser traverser par ce qui est vraiment vivant en toi. Et il y a ce trésor que nulle autre personne ne peut offrir au monde, quoi. Et moi, ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment, voilà, active ta part héroïque. C'est-à-dire cette part, tu vois, comme dans les contes, le héros qui sent l'appel, qu'il y a un trésor à conquérir, et que pour ça, il faut qu'il quitte sa zone de confort, il faut qu'il quitte le connu et qu'il s'aventure dans l'inconnu. Et oui, tu vas rencontrer des monstres, des ennemis, mais tu vas aussi rencontrer des alliés. Mais le jeu en vaut à la chandelle. Et je pense qu'on a beaucoup mis notre part héroïque au service de l'extérieur. Voilà, on a conquis des continents, on a conquis la planète, on a conquis l'espace, enfin, et on continue, et c'est magnifique pour une part, et puis ça peut être un peu... Enfin, il y a des écueils à ça, évidemment, des extrêmes, mais il est peut-être temps, voilà, que cette part héroïque en nous, on la mette au service de notre monde intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un vrai trésor, et c'est ça que tu es venu offrir au monde. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est
Voilà, cette danse, c'est pas juste danser avec son corps, oui, ça peut être super, mais c'est de mettre en mouvement, de te mettre en mouvement, comme ce héros qui part en quête de ce trésor, pour que ce trésor il puisse vraiment vivre sa fonction, c'est-à-dire rayonner et que tout le monde en profite, quoi. Voilà ce qui me vient comme ça. Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et d'avoir cette discussion. Merci Vincent, c'était un plaisir pour moi aussi. Et merci à vous d'être restés jusqu'ici. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, soyez héroïques.